Sans transition, retour sur Terre, entre guillemets, le 2 juillet 2022. Paraissait dans le JDD une tribune signée de 84 dirigeants d'entreprises françaises qui s'engageaient à faire de la sobriété un choix collectif. Une tribune qui mettait en avant différents objectifs. Le premier, c'était bien sûr de finalement répondre aux besoins de chacun dans un monde aux limites planétaires déjà dépassées et au consumérisme débridé. Le deuxième objectif, c'était d'arriver à faire moins pour faire toujours mieux. Et le troisième, de construire une sobriété durable en entreprise avec un partage de la valeur équitable. Alors, appliqué à nos métiers, cela pose un certain nombre de questions. L'une d'entre elles est notamment quels sont les indicateurs de mesure de cette sobriété. Est-ce que la sobriété passe par une réduction des investissements publicitaires? Comment est-ce que les annonceurs se saisissent finalement de leurs responsabilités en termes d'impact environnemental et comment est-ce qu'on conjugue les obligations économiques des entreprises à l'urgence climatique, à l'urgence environnementale à laquelle chacun est tenu. Une table ronde qui va être animée par celle qui a repris The Good en septembre dernier, magazine trimestriel qui vous sera d'ailleurs proposé à la sortie de cette matinée. Émilie Kovacs, rédactrice en chef de The Good, que j'appelle sur scène avec Marie-Laure Monet, Head of Stratégie de eProspect, Martin Clamart, Country Manager France d'Azerion, Lénaïque Pinault, directrice développement durable et qualité de JC Deco et Émilie Moringue, Head of Media Stratégie d'Heineken France. Bonjour Émilie. Bonjour mesdames. Charlotte. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Bien, merci. Vaste question en effet concernant cette sobriété. On va essayer de répondre à toutes ces questions qui sont nombreuses. La première, c'est peut-être d'expliquer ce que cache plutôt ce terme de sobriété. Parce que sobriété, ça veut tout et rien dire, on est d'accord? Donc, pour savoir un petit peu ce que vous en pensez, on va peut-être poser déjà cette question de savoir ce que ça veut dire. Lénaïque, on va peut-être commencer par vous. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, la sobriété ? Bonjour à tous. Alors, la sobriété, pour moi, c'est une utilisation raisonnée des matières. C'est un peu basique, mais je pense que c'est déjà une première approche. Et ensuite, c'est toujours essayer de faire mieux avec l'existant. Mais je pense que ce n'est pas suffisant, parce que la notion de sobriété, elle est intéressante quand on y ajoute certains attributs, notamment l'utilité. Parce qu'une production sobre pour un produit ou un service inutile, ça reste un non-sens écologique. Et donc, un cas concret, donc nous, chez JC Deco, pour nous, sobriété et utilité, ce sont deux maîtres mots qui nous ont animés depuis la création de l'entreprise, en 1964, puisque, comme vous le savez, l'entreprise est née d'une innovation, fournir aux collectivités des services financés par les entreprises et la communication. Et donc la frugalité était au cœur de notre business model parce qu'on n'avait pas le choix, tout simplement. Et aujourd'hui, ce qui paraît anodin était une nécessité, comme collecter l'eau de pluie pour nettoyer nos mobiliers. Mais il faut aller plus loin. Donc aujourd'hui, on est aussi sur la duralescence programmée. Alors c'est un mot un peu barbare, mais c'est tout simple. En fait, c'est un mot, c'est la sobriété. Si vous en rajoutez, oui, mais ces trois concepts permettent de vraiment bien le comprendre. C'est la sobriété en utilisant moins de ressources, en étant utile et en essayant de faire durer les biens et les services que nous produisons. C'est parfait, c'est très clair. Martin, j'aimerais votre définition à vous de la sobriété. Est-ce qu'il y a un micro pour chacun? Ouais. Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien, c'est bon. Très bien. Bonjour à tous. Alors oui, on a une définition. Chez Azerion, la sobriété, on essaie de la voir de manière assez concrète et pragmatique parce que sobriété, ça ne veut pas dire sevrage complet parce que c'est pas facile de se sevrer complètement du jour au lendemain. Donc on va éviter les comparatifs avec d'autres substances. Mais l'idée étant de se dire que déjà, c'est de faire mieux. Donc être plus sobre, apprendre, aller vers le progrès. J'ai beaucoup aimé dans la vidéo du SRI, c'était un chemin vers le progrès. Ça, j'aime beaucoup cette approche, parce que c'est justement ça, c'est essayer d'apprendre à faire un petit peu mieux. Donc nous, au sein de la société, oui, on compense encore, parce qu'on se dit que la neutralité zéro, ce ne sera pas pour tout de suite. Donc oui, on continue à planter des arbres.
C'est déjà ça. Nous, c'est des cerisiers en Turquie, puisque on voit ça au niveau global. On essaie de mettre des petites actions aussi dans notre entreprise, arrêter les gobelets plastiques, des choses comme ça. C'est des petites choses, mais petit à petit, évidemment, ça nous apprend, ça nous éduque. Et après, la vraie sobriété dont on a besoin, c'est au niveau des campagnes publicitaires qu'on va servir. Donc là, après, c'est un peu l'enjeu de cette table ronde. Et là, c'est déjà essayer de comprendre, nous, ce qu'on peut faire pour, en interne, comment mieux mesurer déjà des choses au niveau de l'impact carbone. Donc, on a développé un outil interne pour essayer de comprendre, nous, par rapport à nos serveurs, par rapport à nos choses. Ce n'est pas quelque chose qu'on diffuse avec l'extérieur, mais essayer déjà de se dire comment est-ce qu'on peut optimiser, nous, en interne. Et puis, annonce exclusive, on a signé un partenariat avec Impact Plus, comme beaucoup d'autres régies, pour justement apprendre et accompagner nos annonceurs sur l'empreinte qu'ont leur campagne chez nous. Très longue définition également de la sobriété chez Azerion. Merci Martin. Une petite question philosophique avant de rentrer dans les exemples un peu plus concrets avec vous, Marie-Laure. J'aimerais savoir si pour vous, cette sobriété, elle est contrainte ou est-ce qu'elle est choisie? Est-ce que c'est une opportunité? Alors, je pense que Charlotte en parlait tout à l'heure, avec 6 limites planétaires dépassées sur 9. Dans les faits, elle devrait être contrainte. Je pense qu'on a gagné au niveau du marché un petit peu de temps avec le rapport Bousquet-Leroy pour se mettre en ordre de bataille et être proactif par rapport à la contrainte du régulateur, même si ça se déploie de plus en plus. Mais soyons transparents, je pense que tous dans cette salle, on s'en sert encore comme un argument concurrentiel de cette sobriété. Et tant qu'on s'en sert comme un argument concurrentiel, je pense que ça veut dire qu'on estime qu'elle est choisie. Après, on ne va pas s'auto-flageller, je pense qu'on va dans le bon sens. Pourquoi ? Parce que petit à petit, on se met à considérer le fait que, enfin en tout cas les limites de la croissance en volume, je pense. On est en train de remettre en question effectivement des KPI d'impression, de reach à outrance, pour du reach à outrance. Je pense qu'on est en train de se tourner de plus en plus vers un ratio utilité impact carbone et donc sur une réflexion autour de l'attention, de l'engagement, d'utilité tout simplement. Et je pense que l'essentiel, c'est de se dire que je pense qu'on comprend que la croissance en valeur est peut-être plus utile à la sobriété que la croissance en volume. Ça vient. Après, dans la contrainte, nous, Dentsu, on est un gros groupe de communication à être passé société à mission il y a quelques mois. Donc, on s'est proactivement mis une contrainte, clairement, mais on en est fiers. On va revenir sur ce point tout à l'heure. Merci Marie-Laure. Émilie, alors est-ce que c'est aussi pour vous une opportunité business plutôt qu'un frein à votre croissance chez Heineken? J'ai envie de dire c'est ni l'un ni l'autre ou les deux en même temps. En fait, ça a surtout été, ça peut être tarte à la crème, mais vraiment une conviction. Enfin, on a plutôt que parler sobriété, moi je parlerais de responsabilité évidemment. Responsabilité, c'est vraiment un mot clé chez nous, aussi bien responsabilité sociétale qu'environnementale. Sociétale parce qu'en tant qu'alcoolier, on a une responsabilité de promouvoir la consommation responsable, les gestes de tri, etc., le sans-alcool. Et puis responsabilité environnementale, on a une grosse ambition en 2040 d'être net zéro émission sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, donc scope 1, scope 2, scope 3. Pour recentrer le débat sur la partie publicitaire, inutile de vous dire que la publicité, c'est un pouillème de notre empreinte environnementale. C'est pas pour ça qu'on s'est dit qu'on allait le traiter ultérieurement. C'est au contraire une vraie conviction, déjà une conviction personnelle, et une conviction d'entreprise. On a signé la charte FAIRE déjà en 2018 pour des communications plus responsables. Sylvie a parlé des contrats climat tout à l'heure. On en a signé un cet été alors qu'on n'y était pas assujetti. Donc c'est une vraie conviction. Et en revanche, une chose est sûre, c'est que ça devient un frein quand on est les seuls à vouloir y aller ou qu'on ne joue pas collectif sur le sujet. Aventure collective. Parlons maintenant des métiers. Merci Émilie. Avec vous, Karine, comment chez vous la sobriété est-elle appliquée à vos métiers à la Massif ? Alors, ce qui est compliqué avec le sujet de la sobriété et de nos métiers en communication, en tout cas le risque ou l'écueil à éviter, c'est de ne pas tomber dans le grand mot galvaudé du greenwashing. Et quand on parle de communication, souvent on a envie d'effets publicitaires. Et on a une responsabilité en tant qu'entreprise, alors surtout quand on est la Massif, mais aussi par rapport aux nouveaux territoires de marque, aux campagnes qu'on incarne et aux messages qu'on véhicule, que ce ne soit pas juste un label ou une posture de communicant, mais une vraie démarche d'entreprise.
Et en fait, dans nos métiers, comment est-ce qu'on l'applique concrètement à la communication? On essaie de l'appliquer à tous les leviers, toutes les étapes. C'est-à-dire, déjà dans la conception de nos campagnes, notre nouveau territoire de marque, on l'a voulu simple, très épuré. Ça a un impact concret sur les publicités. Alors, je rejoins ce qui était dit. La publicité, c'est une infime partie de l'impact environnemental des entreprises. Mais néanmoins, il faut être vertueux à toutes les étapes. Donc, déjà dans la conception. Ensuite, dans la production de nos campagnes, on est très vigilant. On est adossé à des organismes et un organisme avec notre agence de publicité, Sequoia, pour produire des publicités qui soient éco-produites. Et puis ensuite, dans la diffusion, tout à l'heure, notre agence média, Patrick, parlait de... on a été bêta-testeur avec l'UDECAM de la nouvelle solution. Les outils de mesure, l'impact de la diffusion de nos campagnes. Donc c'est vraiment dans tous les leviers, dans toutes les étapes de la publicité, où on a cette démarche et on essaye de s'imposer cette démarche pour être jusqu'au boutiste et que ce ne soit pas juste un discours, mais qu'on l'incarne dans les faits. Merci beaucoup. Lénaïque, justement, est-ce que vous pouvez nous citer une action peut-être emblématique qui permette d'ailleurs d'embarquer l'ensemble de l'industrie sur ces sujets? Oui, et j'aime bien, et j'ai envie de rebondir, incarner dans les faits. Nous, c'est notre action chez JC Deco, on est des doueurs, on veut faire. Et comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui, et je m'en réjouis, on a lancé notre calculateur d'empreintes en 2021. Donc maintenant, ça semble presque anodin, normal. Moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce qu'en fait, c'est tout un chemin qu'on a parcouru et c'est surtout ça qui est intéressant. Puisqu'on l'a lancé en 2021, mais c'est un travail de longue haleine qui nous a pris plusieurs mois. Donc ça a commencé en interne, donc on a germé l'idée. On avait commencé à faire des ACV, des analyses de cycle de vie dans les années 90, donc la mesure on connaissait. Mais néanmoins, ça nous a permis de nous remettre en cause, d'affiner notre modèle de mesure, de compréhension nous-mêmes de nos impacts, et de former l'ensemble des équipes commerciales et marketing qui sont notamment aussi aujourd'hui présentes dans la salle. Et ça, je m'en réjouis parce qu'il y a 4 ans, quand je parlais de scope 1, 2 et 3, les gens me regardaient avec des grands yeux. Ils ne comprenaient rien. Et aujourd'hui, moi, je suis très fière du chemin parcouru parce que ce sont nos équipes commerciales et marketing qui vont expliquer cela aux agences médias, aux annonceurs. Et donc on voit bien l'écosystème, il est en train de se mobiliser et donc ça passe par la mesure, la compréhension, de la pédagogie. Et donc c'est très important ces premières étapes qu'on est en train d'accomplir. Nous, ça nous a permis de rencontrer un grand nombre de nos agences et des clients avec lesquels on travaille au quotidien et de poser les choses sur la table et de vraiment identifier ensemble quels sont les axes d'amélioration possibles. Et aujourd'hui, on est vraiment dans la phase de réduction. Et je pense que tous les acteurs sont mobilisés autour de ces sujets-là, donc je m'en réjouis. La mesure, c'est une bonne chose, de façon cohérente, bien évidemment. Et il faut maintenant qu'on accélère tous ensemble sur les leviers de réduction. Merci. Et on sait que ce ne se fera pas sans difficulté. Parlons maintenant des difficultés, justement, à aller vers cette sobriété. Martin, j'aimerais savoir, vous dites qu'en tant que régie, ce n'est pas à vous de renoncer à des annonceurs, qui sont notamment des annonceurs fossiles, par exemple, et c'est un vrai sujet quand même. Néanmoins, vous avez quand même vous subissez, entre guillemets, des pressions un peu des annonceurs pour avoir des campagnes vertueuses, pour flécher, d'ailleurs, la plupart du temps sur des... On ne subit pas de pression non plus, le terme est un peu... un peu fort. Mais en tout cas, flécher vers plus d'impact environnemental, vers des formats qui vont être polluants aussi, comme la vidéo. Donc, c'est pas sans difficulté, finalement, d'aller vers tout ça. Non, clairement. Et comme je disais, on est en train tous d'apprendre, tout le secteur est en train d'apprendre ça. Parce que, est-ce que effectivement, donc, la vidéo, on le rappelle, alors moi je suis sur le digital, mais c'est 50% des investissements sur le digital, c'est de la vidéo. Donc, la vidéo, c'est ce qui comporte, enfin, ce qui est le plus lourd, donc le plus consommateur d'énergie. Doit-on arrêter la vidéo ? Moi, je ne pense pas. Nous, c'est pas notre position là-dessus parce que il peut y avoir des solutions pour déjà optimiser cette vidéo. En tout cas, après, en tant que régie, moi, c'est pas mon rôle de dire tel ou tel format. Ça y est pas. Mon rôle, c'est d'essayer d'aller vers. Sur ce format, on a peut-être des moyens d'être plus sobre, d'économiser l'énergie. Avec de la compression, il y a des technologies au final qui vont nous permettre de compresser la vidéo tout en gardant une bonne qualité de vidéo. Ça, c'est des choses qui sont Vidmiser, avec qui on ne travaille pas encore, mais que j'invite et dont je salue le travail. Il y a ces choses-là. Et effectivement, il faut aussi que chacun, on va dire, reste à sa place et regarde ses responsabilités. Nous, notre responsabilité en tant que régie, c'est de dire sur la diffusion du message, on va faire tout ce qu'on peut pour améliorer les choses.
un annonceur, pour la conception et tout ça, vous avez la responsabilité de voir avec votre agence, de se dire comment est-ce qu'on peut faire les choses. Mais en fait, si on veut être sobre vraiment, on ne fait pas de pub. Et puis on ne produit plus rien. Puis, non, voilà. mais est-ce donc que ça, c'est proposer par exemple plus de mix média, par exemple, un petit peu moins de vidéos plutôt qu'une full campagne vidéo, vous voyez, c'est aussi... Alors je pense que, et là ça rejoint aussi toutes les discussions qu'il y avait eu sur les dernières rencontres de l'UDECAM au sujet de la qualité des impressions publicitaires, là, parce que si on sert moins d'impressions, parce qu'on cible mieux, parce qu'elles sont plus attentives, etc., on va servir effectivement moins d'impressions, je le répète, et du coup dépenser moins d'énergie. Donc ça, effectivement, c'est un gros axe qui me paraît positif et qui me paraît intéressant. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, c'est pas non plus, pour revenir à l'autre partie de la question, le rôle d'une régie de dire non, moi je veux pas un producteur d'essence, non, j'en veux pas. En tout cas, c'est pas notre position, nous, parce que nous, on n'est pas là pour dire tel ou tel annonceur, il a le droit ou pas de communiquer. L'idée, c'est plus d'accompagner les comportements. Exactement. En fait, et encore une fois, l'idée, c'est d'avoir une démarche de progrès et d'apprentissage, parce qu'on passe pas de tout à rien en 2 minutes. Ça fait déjà plusieurs années que les transformations se produisent. Mais ça continue et ça va continuer encore. Et ce qu'il faut, c'est accompagner le jugement. Donc effectivement, tu parlais... Le mot greenwashing, aujourd'hui, c'est la peur de n'importe quelle marque, mais même en tant que régie, en tant qu'entreprise, on a peur de dire tiens, si on communique trop, on va se faire tomber dessus. Voilà. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Mais mieux, c'est déjà mieux que rien. Et pas donc, que sur l'environnemental, sur le volet environnemental. C'est vrai qu'en préparant cette table ronde, vous m'avez dit, mais nous aussi, on est engagés sur le volet social. Comme on dit sur RSE, en fait, il y a 16 catégories par l'UNICEF. Donc, on parle beaucoup du carbone et des empreintes, de l'empreinte carbone, parce que c'est un des gros aspects. Évidemment, c'est le plus flagrant et dont on n'a plus vraiment le choix aujourd'hui. Mais il y a plein d'autres aspects sociaux, la diversité, la solidarité, etc., qui sont aujourd'hui, c'est pas mesurable par une campagne. Donc effectivement, on va pas mettre un outil en place de diversité, le taux de diversité dans tel et tel média, etc. Je pense pas que ce soit viable. Mais en tout cas, effectivement, il y a d'autres aspects à mettre en lumière. Et ça, après, on peut accompagner aussi, mais effectivement, il faut que ce soit quelque chose de collectif. Ça, c'est clair. Donc ça, je trouve que c'est excellent que l'UDECAM, le SRI fassent des choses en commun. L'Alliance Digitale aussi se joint à tout ça pour créer vraiment... franchement, c'est pas si souvent qu'il y a une espèce de consensus de toutes ces associations interprofessionnelles pour trouver quelque chose d'homogène. Donc bravo, parce que je sais que c'est pas forcément simple à tout le monde de se mettre d'accord sur les sujets. Donc bravo, et c'est la base, parce qu'il faut quelque chose qui soit un peu standardisé pour qu'on puisse construire, c'est la fondation pour aller vers quelque chose d'encore mieux. Merci Martin. Effectivement, il s'agit de savoir comment on peut être responsable à chaque niveau. J'aimerais savoir, côté annonceur, Émilie, comment est-ce que vous pouvez réagir à ce que vient de dire Martin sur justement la responsabilité d'annonceur versus la responsabilité de la régie ? Responsabilité d'annonceur, comme tu disais Martin, responsabilité en termes d'assets qu'on va fournir pour diffuser, mais aussi responsabilité en tant que choix des partenaires médias qu'on va sélectionner et garder pour diffuser nos campagnes. Donc je suis ravie qu'on annonce le lancement de Glimpact aujourd'hui. Ça fait 3 ans, on en parlait avec Marie-Laure ce matin, ça fait 3 ans que je dis aux équipes, alors attention, cette année, je vous préviens, en mesure, on va réduire. Et l'année d'après. Alors attention, cette année, c'est la bonne, il va arriver. On a une forte ambition, et on vous le disait, vraiment saine, et pas du tout parce qu'on y est soumis, etc., et par conviction. On ne peut pas réduire si on n'est pas capable de mesurer. Donc je suis ravie de cette initiative, qu'on arrive enfin à mesurer et qu'on puisse ensuite nous prendre nos responsabilités pour réduire l'empreinte. Aujourd'hui, on est dans un espèce d'entre-deux avant d'avoir cet outil qui fait foi. Qui fait qu'on discute avec nos différents partenaires qui veulent bien être plus ou moins transparents, et on arrive à sélectionner déjà des partenaires en disant ils ont été clean, ils ont répondu, on voit qu'ils sont dans cette démarche-là, donc on va les conserver. Ceux-là ne sont pas forcément transparents, donc on va arrêter de travailler avec eux. Et finalement, on prend peut-être des décisions qui ne sont pas les bonnes par ce manque de transparence, par ce manque d'outils, par voilà. Donc je suis ravie qu'il y ait cet outil qui se lance. Vivement qu'on puisse aller encore plus loin en granularité, etc. Mais en tout cas, voilà, ça, il a le mérite d'exister, et vivement qu'il soit validé et adoubé par l'ensemble de la profession. Karine, pour vous aussi, vous êtes vigilante à l'exemplarité des régies ? On essaye. En tout cas, ce sur quoi nous, on s'engage, c'est à choisir des partenaires qui eux-mêmes s'engagent et dont les engagements sont vérifiables. C'est le point de départ.
Après, je rejoins ce qui a été dit. Déjà, une unité de mesure commune, ce sera un grand pas. Et ça nous permettra de parler tous le même langage. Et je crois que l'enjeu, il est là aujourd'hui. C'est un peu, il y a quand même un gros brouhaha autour de tout ça et on a du mal à avoir une vision commune et globale des choses. Ouais, donc l'enjeu, ça va être aussi d'harmoniser tout ça et effectivement, j'en profite peut-être pour rebondir ce que vous disiez. C'est vrai qu'il y a une cacophonie un petit peu autour de cette idée de mesurer à tout prix les émissions carbone, les empreintes carbone partout, mais effectivement, il faut harmoniser tout ça à tous les niveaux. Marie-Laure, vous nous avez dit effectivement chez Densu, on l'a vu, on l'a lu et écouté partout, Densu est devenue entreprise à mission. Félicitations. Concrètement, est-ce qu'on a envie de savoir, dans les coulisses, est-ce que ça change vraiment quelque chose chez vous ? Oui, alors ça change plusieurs choses. Déjà, très concrètement, ça change nos statuts juridiques. On a changé la qualité de nos statuts juridiques et c'est peut-être ce qui peut faire le plus peur au départ, surtout quand on appartient à un grand groupe international. Je pense que c'est ce qui lève le premier frein. Bon, une fois qu'on passe ce cap, plein de choses positives. D'abord, on a un cap commun. Donc, dans notre cas, à nous, notre raison d'être, c'est choisir de concevoir la communication comme un vecteur d'harmonie environnementale et sociale. C'est une raison d'être qui nous fixe un cap commun et je pense que l'un des premières conséquences très positives, parce que ça fait que quelques mois, on l'a annoncé en mars, mais ça fait 1 an qu'on est dans cette démarche et durant toute cette année, je pense qu'il y a eu un nouveau contrat de confiance, d'abord dans le collectif, si je peux réemployer, paraphraser un annonceur bien connu. Mais l'idée, je pense que c'est que le comité de direction s'est rendu compte qu'une fois un cadre posé et l'espace proposé, il y avait des énergies transformatrices à tous les niveaux de cette entreprise. Il y avait des idées, il y avait des initiatives. Et je pense que ça a été déjà un regard ouvert de la direction sur toutes ces idées, toute cette énergie. À l'inverse, je pense que le fait qu'on aille jusqu'au bout de la démarche, que ce soit sincère, authentique et que cette place ait été laissée au collectif de s'exprimer sur la conception même de cette raison d'être et ses objectifs qui y sont liés, c'est une preuve de courage qui est reconnue par le collectif. Tout ça nous mène finalement... Oui, le collectif qui sont en fait la plupart des collaborateurs. En fait, ça a vraiment été porté à la base 200 par les collaborateurs ont contribué. Voilà, on a plus de 100 heures de workshop. Ils ont même contribué à la communication, parce que si vous en avez tous, je l'espère, entendu parler, c'est parce qu'on a eu plus de 40 collaborateurs qui ont accepté de l'annoncer en témoignant de leurs propres initiatives au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment un projet collectif et qui en fait, je crois, un nouveau sentiment de fierté partagé et qu'on peut percevoir d'abord dans l'engagement. On est devenu Great Place to Work cette année, mais aussi dans le turnover. On a baissé de 30% de notre turnover au premier trimestre versus l'an dernier. Donc ça se mesure très concrètement dans ce contexte de guerre des talents. C'est plutôt une bonne surprise. Et puis enfin, je dirais le plus important peut-être pour nous, alors moi personnellement je ne l'avais pas du tout anticipé, le simple fait d'avoir une feuille de route clair, partager un objectif, enfin 3 objectifs en l'occurrence, c'est aussi renoncer à d'autres combats parce qu'on s'est accepté qu'on ne peut pas tout mener de front, mais c'est ranger la chambre de toutes les initiatives existantes, donner aux 1000 collaborateurs qui composent Densu France une visibilité partagée sur les outils dont on dispose, sur les formations dont on dispose, et finalement ça a généré un espèce d'engouement sur l'envie d'intraprendre et donc véritablement réfléchir à la sobriété de chaque métier qui maintenant se décuple. Et je pense que dans cette salle, on parle au quotidien très souvent de l'importance de désiloter la data. Et quand on désilote la RSE, que c'est plus seulement l'apanage d'une cellule, mais que ça devient l'apanage de 1000 collaborateurs, honnêtement, c'est peut-être encore plus urgent et plus puissant. Je pense vraiment que c'est ça la plus grande surprise, je pense la plus grande conséquence. Donc des résultats au niveau corporate, mais dans vos métiers aussi. Au quotidien, ça change vraiment quelque chose parce que vous faites plus votre métier comme vous le faisiez peut-être avant. Tout le monde
spontanément se met à repenser son métier. Ça va de l'expertise, donc en programmatique, des innovations sur des offres programmatiques low carbone. Ça va sur le tracking, où on a maintenant des tag cleaners, donc on nettoie après nos campagnes, c'est une chose, mais on aide à nettoyer le reste des sites. Ça passe aussi par les expertises créatives, la conception même d'un brief qui promeut l'inclusion dès le départ, voilà, par exemple. Ça passe par plein d'autres initiatives, honnêtement, très concrètes, qui sont certes des petits pas, mais si chacun revisite son métier, je pense vraiment que c'est d'autant plus intéressant. Il y a plus d'impact, ouais. Oui. Ouais. Tout à fait. Merci Marie-Laure. Lénaïque, on le sait, devenir sobre, on l'a dit, ce n'est pas facile. Expliquez-nous un petit peu les coulisses des difficultés, parce que ça fait un petit moment que JC Decaux travaille sur ces questions. À quel point c'est difficile et qu'est-ce qui a été le plus difficile peut-être chez vous ? Alors oui, parce que là, vous nous voyez aujourd'hui, on est tous sourires, ça semble facile. Non, ça ne l'est pas. C'est un travail de longue haleine, comme je le disais. Et ça commence par l'interne. Donc je vois que Dentsu est en mouvement et depuis un long moment. Chez JC Decaux aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie adhésion en interne de la part de l'ensemble de nos collaborateurs sur ces sujets-là. Et on a réussi à avoir des résultats assez significatifs. On a travaillé sur notre scope 1 et 2, toutes les actions, moins 80% d'émissions carbone en 10 ans. Enfin, on est assez solide en interne. Moi, je suis assez confiante. Ça a été un long chemin, mais on est dans la bonne trajectoire. Alors, on a encore des axes d'amélioration, hein, comme tout le monde, mais on est robuste. En revanche, ce qui va être plus compliqué, et je pense que c'est le cas pour de nombreuses entreprises aussi aujourd'hui, c'est le scope 3. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le scope 3 ? C'est son écosystème. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'entreprise ne peut plus travailler en silo. Même si nous, on fait les choses bien, ça ne sera pas suffisant pour demain. Donc ça veut dire qu'il faut repenser la façon dont on conduit nos activités pour travailler différemment avec l'ensemble de notre chaîne de valeur. Et donc nous, nos parties prenantes clés pour atteindre le net zéro où on s'est engagé, eh bien, ça va être d'une part les fournisseurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on va concevoir des mobiliers, la qualité, le coût, le délai, ce n'est pas suffisant. Il faut intégrer des nouveaux critères RSE de sélection, évaluer l'ensemble des impacts de la chaîne de valeur. Donc c'est compliqué, il faut de la data, il faut de la transparence, il faut de l'envie de la part de nos fournisseurs et il faut aussi que nos métiers d'acheteurs évoluent. Donc les fournisseurs, c'est clairement un point compliqué sur lequel il va falloir qu'on continue d'avancer. Donc bien évidemment, on ne part pas de zéro, mais soyons honnêtes aussi, il y a encore beaucoup de choses à faire pour l'ensemble des acteurs, pour mieux connaître sa chaîne de valeur, la sécuriser, la challenger et l'enrichir. Ça, c'est le premier pan d'acteurs sur lequel nous, on va accélérer et qui est vraiment compliqué. Et le deuxième, c'est les mandants. Les mandants, ce sont nos clients et principalement la commande publique. Parce que moi, je suis ravie quand le régulateur impose de nouvelles normes, un nouveau niveau de transparence et nous incite, nous, entreprises, à aller plus loin. Mais il faut que ce niveau d'exigence, ils se l'imposent à eux-mêmes aussi, dans la sélection notamment de leurs fournisseurs. Puisqu'aujourd'hui, c'est une aberration, le développement durable, ça compte peanuts dans les appels d'offres. On n'a aucune récompense pour nos engagements et tous les travaux qu'on est en train de déployer. Donc à un moment, moi j'aimerais vraiment que l'ensemble des acteurs, les mandants, arrivent véritablement à discriminer les acteurs, médias ou quels qu'ils soient, en fonction de leur performance environnementale. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est l'écosystème qui doit bouger, l'entreprise, elle doit travailler différemment, revoir ses partenaires, essayer de les accompagner dans cette transition. Oui, c'est ça. Parce c'est pas simple mature, d'embarquer toutes les parties prenantes. En fait, il ne suffit plus d'avoir... Marie-Laure je rebondis. C'est vrai aussi sur les appels d'offres d'agences médias. Je Tout confirme, c'est toujours c'est très petit comme critère. Ouais. Moi, c'est mon combat. Nous, aujourd'hui, c'est 15% au mieux de critères, le poids des critères RSE, quand c'est évalué. Et après, c'est l'école des fans, parce que personne ne sait l'évaluer. Donc, c'est aussi, moi, mon combat, c'est de dire, voilà, comment on évalue une bonne entreprise en termes d'RSE ? Il y a 5 critères, il faut faire simple. Et après, on crantera, on ira un peu plus loin. Et déjà, si on arrive à faire ça, moi, j'en serais ravie. Et donc, je pense que c'est collectivement comment on arrive à mieux choisir nos partenaires en trouvant les bons KPI.
Je rebondis là-dessus aussi parce que nous, côté publisher, donc on travaille avec des sites web où on les aide à monétiser leur inventaire et pour le coup, il y a les appels d'offres. Et là, on a vu depuis cette année notamment un pan RSE qui a fortement augmenté, où il y en a, si on ne répond pas à ces critères-là, c'est pas possible de continuer. Donc, il y a déjà des parties de l'écosystème qui sont en train de changer de manière forte et profonde. Donc, encore une fois, voilà, le mouvement est en marche, c'est déjà ça. Juste en tant qu'annonceur, je voudrais prendre la parole sur le sujet comment on choisit. C'est hyper compliqué pour nous, je reviens sur le point qu'on a abordé tout à l'heure, c'est hyper compliqué. Il y a beaucoup de calculettes différentes. Chacun y va de son calcul d'empreinte. C'est souvent l'empreinte carbone qui est mesurée, mais on ne parle pas de tout le reste. Et c'est ça le point. On n'a pas de mesure unifiée. En fonction des médias, en fonction de chaque régie, en fonction de la typologie de médias, on a beaucoup de mal à pouvoir nous engager et savoir comment est-ce qu'on s'engage et avec qui et sur quelle base et quels critères on prend en compte. Et je vous donne 2 exemples hyper concrets. Depuis qu'on a lancé notre nouvelle communication, sur toute l'année 2022, on a fait des éco-productions de tous nos tournages. On a été extrêmement vigilants là-dessus. Mais quand on parle d'éco-production, on était sur l'empreinte carbone. On a voulu aller un step plus loin sur le dernier tournage et d'avoir une production responsable, c'est-à-dire d'aller au-delà de l'éco-production et de prendre en compte 16 critères d'impact et pas juste un. Ça veut dire qu'on a été vigilant sur la gestion des déchets sur le tournage, on a été vigilant sur l'alimentation, les viandes, enfin ce qui était servi dans les plats du staff, sur les mobilités, sur la communication autour de l'event, c'est-à-dire aussi sensibiliser tous les acteurs présents au tournage. C'est une démarche qui doit être impérativement 360 si on veut faire avancer les choses, et 360 dans les impacts qu'on mesure. Ça, c'est sur la production. Maintenant, si je prends l'exemple de la diffusion, le deuxième cas, c'est aussi la diffusion, comment est-ce qu'on diffuse, on a le même problème. Et je suis très contente de l'arrivée de la nouvelle mesure qui est menée par l'UDECAM. Mais nous, on a 50 régies tous les jours, plusieurs équipes qui gèrent de la com chez nous. Chacun y va de son label, de sa mesure, etc. Et même au sein, nous, de l'entreprise, de la Massif, on a un tel qui va développer une campagne ou un projet en print avec tel imprimeur, etc. Et on a des mesures qui diffèrent. On ne peut pas comparer, on ne peut pas mesurer. C'est hyper compliqué. Donc l'enjeu, c'est d'avoir un outil de mesure qui soit commun et puis aussi qu'on ne prenne pas en compte que l'impact carbone parce que ça va bien au-delà de ça. Et quand on dit RSE, et là je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, on parle d'environnement, mais il y a aussi la dimension S. Et ça, c'est important aussi. Et il faut qu'on l'inclue. Enfin, en tout cas, nous, on y est très vigilants dans nos communications également. Alors, je veux bien rebondir parce que... Oui, et après, ce sera Émilie. En 2 minutes, oui, mais faisons un pas de côté par rapport à tous nos outils. Moi, j'en suis très fière et c'est super. Mais il y a aussi les agences de notation extra-financière qui font ce boulot pour vous. Elles ont des questionnaires hyper solides pour évaluer le S, la gouvernance, le social, l'environnement. Et bien, basez-vous dessus. Le CDP, ça existe. MSCI, Sustainalytics, EcoVadis, ils sont faits pour ça. Et donc ça, c'est une première évaluation. Après, est-ce qu'une entreprise, quel est son taux de couverture en électricité verte? C'est pas parfait, mais déjà, c'est un indicateur assez simple. Est-ce qu'il y a un engagement SBTI? Est-ce qu'il y a un engagement net zéro? Il y a des choses aussi un peu plus macro où on peut prendre un peu de recul et pas rentrer dans le micro du carbone parce que c'est pas l'alpha et l'oméga et en plus ça nous donne une vision très réductrice. Merci pour ce point, juste pour cet ajout. ça. Émilie, une petite réaction peut-être sur ce qui vient d'être dit chez Heineken. C'est pas simple non plus. C'est pas simple non plus. Évidemment, on a fait face à beaucoup de freins, à la fois l'interne et l'externe qu'on a beaucoup abordé jusqu'à maintenant. En interne, il a fallu dès le départ, en fait, expliquer que la RSE, ça n'est pas que le lot de la responsable RSE, mais c'est le lot de tous les collaborateurs et de tous les communicants, notamment pour revenir sur notre sujet. Et que faire aussi comprendre que la RSE, c'est cool. Oui, on peut faire un événement super cool en étant durable et responsable. Oui, on peut faire des communications tout aussi impactantes en étant responsable. Donc, c'est prendre les équipes par la main, c'est la démonstration par la preuve. On a travaillé avec Impact Plus, dont tu parlais tout à l'heure. Oui, on a eu des quick wins. Ça y est, on sait lesquels leviers qu'il faut optimiser, etc. Et on a réussi à réduire nos émissions de 20%, et ben ça, les équipes, elles en sont convaincues. Et ça n'a pas été douloureux à faire, finalement. C'est facile de le faire et c'est facile de se lancer. Alors, c'est pas parfait, mais ça a le mérite d'exister, de se lancer. Sur l'événementiel, le premier événement qu'on a créé cette année, le Vière Festival, pour faire connaître cette nouvelle boisson qu'on a lancée, cette boisson hybride, et ben on a lancé notre premier événement, on l'a construit, on a voulu se tenter et voir une labellisation avec le label LEED, et ben on a réussi à décrocher l'argent. On n'y croyait pas, on s'était dit on se lance pour voir ce que ça... Et ben je suis désolée, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, ça génère une fierté
Et une saine émulation dans les équipes, disant, le prochain événement, il va falloir qu'il soit à la hauteur de celle d'avant. La campagne qu'on a lancée, ça a été facile de le faire, il faut qu'on le fasse, etc. Donc en interne, j'ai envie de dire, c'est pas le plus compliqué. On y arrive et on le démontre. Et effectivement, en externe, ça va être nos agences créa. Déjà, on est contraint par la loi E20. Donc, quand en plus on leur dit il faut qu'on fasse des créations durables, ça coince sur la partie créativité, mais on va y arriver. Les partenaires médias, la mesure de l'écosystème, on en parlait tout à l'heure, le choix des meilleurs partenaires. Puis là, il a fallu faire preuve d'abnégation, de patience. Cet outil qu'on a donné depuis 3 ans, on s'est tenté avec Impact Plus sur le digital, faute de le faire au global sur l'ensemble des médias. Mais on a appris, on grandit, on va y arriver. Je ressors dopée par cette table ronde en disant que ça y est, on est tous dans la même ligne et on va y arriver. Mais c'est chouette et on a tous à y gagner de toute façon. Enfin, je veux dire, moi, je suis maman d'une petite fille, j'ai besoin de pouvoir la regarder dans les yeux quand j'explique mon métier et de me dire que je fais de mon mieux pour essayer de polluer le moins possible et de faire les choses de façon plus responsable. Et donc de faire les choses de plus responsables, on le disait, c'est une aventure collective. Martin, c'est ça en fait qui va nous permettre d'avancer tous dans la même direction en étant vigilants et bienveillants aussi. Bien sûr, mais c'est ce qui a été dit déjà avant. Et là encore, tout ça, il faut arrêter les silos, il faut penser ensemble. Déjà au niveau de l'entreprise, c'est pas juste le département RSE, ça veut rien dire en vrai. C'est comme avant, on disait le digital, ça a diffusé partout. Là, c'est la nouvelle transformation. Donc c'est partout, c'est pour tout le monde et c'est ensemble. Donc c'est pour ça qu'on voit des choses quand même, je souligne encore ce fait, parce que d'avoir un référentiel commun par toute l'interprofession, c'est pas si souvent. Donc voilà, ces enjeux-là arrivent à mettre tout le monde d'accord. Et c'est effectivement collectivement. Au niveau après, moi, à mon niveau, au niveau des régies, c'est en trouvant les bons indicateurs de performance, il faut que ce soit un nouvel indicateur. Ce ne sera pas parfait encore. Est-ce que nous, dans le digital, on en a 42 les indicateurs, mais je pense que c'est important parce que ça nous forcera aussi, nous, en tant que régie, à améliorer cet aspect-là. On va évidemment aussi nous demander de garder les mêmes performances médias, et ça c'est normal, mais on peut tout à fait combiner les deux, et c'est comme ça qu'on va apprendre aussi et faire. Mais effectivement, il faut que les agences nous challengent dessus, que les annonceurs challengent leur agence, et que tout le monde soit content de relever les manches pour avancer vers ce défi. Eh bien merci beaucoup à tous les 5.